Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h16, l'invité de la matinale, c'est Laurent Fabre, le directeur général de Plastic Omnium. Bonjour Laurent Fabre. Bonjour. On vous invite pour plein de raisons. On va parler du marché automobile, puisque vous êtes l'un des premiers sous-traitants du marché. Vous êtes très présent en Chine. On vous avait invité il y a quelques mois. On va donc prendre des nouvelles de l'économie mondiale. Mais on va commencer par ça, parce que ça nous passionne ici. C'est l'hydrogène, la pile à combustible. Vous annoncez la création d'une co-entreprise avec ElringKlinger pour justement être présent sur tous les segments du marché. Il vous manquait une brique, notamment sur la pile à combustible. Ça y est, vous l'avez. Exactement. Nous avons commencé à investir dans l'hydrogène il y a plus de 5 ans maintenant. Nous avons investi 200 millions dans le stockage haute pression, réservoir en carbone. Ça, c'est là où on met le combustible gazeux, en fait, l'hydrogène gazeux à haute pression. L'équivalent du réservoir, actuellement. Dans le système complet pour gérer notamment la thermique du système. Et puis, il nous manquait la pile à combustible, qui est le cœur du système. Qui est le réacteur de la voiture. Exactement. C'est ce qui transforme l'hydrogène en électricité qui alimente les batteries ou les moteurs électriques. Et c'est l'acquisition que nous venons de faire avec la coopération avec ElringKlinger. Acquisition ou coopération du coup? Coopération. C'est une co-entreprise. C'est une co-entreprise et nous avons fait une acquisition d'une division d'ElringKlinger qui travaille sur le système complet. Alors, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde qui roulera à l'hydrogène, c'est pour quand? Il y en a déjà qui roulent notamment en Corée, au Japon. Toyota, Hyundai ont des offres assez intéressantes. On pense que le véhicule particulier, c'est 2027-2028. Et puis le pic, la réelle emprise de l'hydrogène à partir de 2030. Votre pari, c'est l'hydrogène. On oppose parfois à tort d'ailleurs l'électrique et l'hydrogène. Dans quel cas on aura une voiture électrique? Dans quel cas on aura une voiture hydrogène? Je pense que vous avez tout à fait raison de dire qu'on oppose à tort l'électrique et l'hydrogène, parce que l'hydrogène produit de l'électricité, alimente des batteries, alimente des moteurs électriques. La différence, c'est qu'avec une voiture à hydrogène, on a le carburant, le gaz qui va être transformé en électricité, alors que dans une voiture électrique, on a la batterie qui a déjà stocké l'électricité. Exactement. Et l'avantage de l'hydrogène par rapport à la véhicule à batterie, c'est qu'on combine les deux avantages, à savoir pas d'émissions de CO2, puisqu'on émet de l'eau, donc pas d'émissions de CO2, et une autonomie, un temps de recharge qui sont comparables à un moteur à combustion. Donc on imagine des systèmes combinés, hybrides. On aura de l'hybride, on aura une batterie. On aura une petite batterie, on aura une pile à combustible, et parfois la voiture marchera que sur la batterie, et quand la batterie sera vide, elle sera rechargée par la pile à combustible. Donc les deux sont tout à fait en cohérence et pas en opposition. Et c'est votre pari en fait plutôt de véhicules hybrides hydrogène batterie plutôt que de véhicules tout électrique ou tout hydrogène? Aujourd'hui, on fait du tout électrique. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on pense, c'est que sur les camions, les bus, véhicules commerciaux qui ont besoin de beaucoup d'autonomie, ce sera beaucoup d'hydrogène. Sur les véhicules particuliers qui ont besoin d'autonomie, les berlines, les SUV et autres, ce sera de l'hybride. Et pour les véhicules urbains, ce sera probablement des véhicules 100% batterie. On révolutionne le marché automobile, là, Exactement. La décennie 2020, ça va être incroyable. Exactement. Et la crise du Covid accélère cette transformation. Pourquoi elle l'accélère? Parce que tous les plans de relance sont basés sur une économie verte. L'hydrogène, l'Allemagne a annoncé un plan à 9 milliards, la France à 7 milliards. Donc on sent une transformation encore accélérée du marché. C'est pour ça qu'il était extrêmement important pour nous de le faire maintenant, parce que le marché se consolide actuellement et les champions vont se former dans les prochains mois. Alors vos autres activités, on va parler de l'état de l'économie mondiale, c'est évidemment dans les briques de l'automobile, c'est aussi tous les systèmes complets et puis la carrosserie. Tout à fait. On a 3 activités, on a les réservoirs, demain hydrogène, aujourd'hui à essence et hybride, on a les pièces extérieures, les pare-chocs, les haillons, etc. et puis des gros assemblés pour différents usages dans l'automobile. Avec un Q3 à moins 3%, c'est bien ou c'est pas bien? Avec un excellent Q3, parce que moins 3% par rapport à l'an dernier en sortie de crise, donc un redressement, un rebond très très fort. On surperforme le marché, on a une meilleure performance que nos concurrents et néanmoins amis. Comme Valeo par exemple? Comme Valeo, comme Faurecia en Q3. Et puis ça se traduit dans une performance opérationnelle qui est bien au-dessus de nos attentes. Donc un Q3 très bon, un octobre qui sera très très bon, puisque octobre est quasiment terminé. Novembre, décembre, on est très confiant en Amérique du Nord, très confiant en Chine, parce que la Chine est au-dessus des volumes de l'an dernier. Dans ces deux régions, les stocks sont très bas, donc c'est une reprise saine. Et puis en Europe, bon, il y a la crise sanitaire qui est plus présente, mais aujourd'hui, les carnets de commandes sont pleins. Donc on est plutôt confiant sur la fin de l'année. Vous êtes quand même globalement confiant sur tous les segments géographiques de vos marchés. Vous ne dites pas, comme certains commencent à dire, il y a un vrai basculement de l'économie mondiale vers l'Asie. Est-ce que par exemple ça pourrait vous conduire à renforcer encore vos investissements en Asie, peut-être
peut-être alléger l'Europe? Bon, on a déjà 29 usines en Chine. En Chine, hein, et puis on est présent en Corée, on est présent en Inde, on est présent au Japon, on est présent dans tous les pays asiatiques. Et clairement, l'Asie est le continent qui présente le plus de potentiel de croissance. Donc c'est le continent dans lequel on va investir dans du capacitaire dans les prochaines années. Et comment vous regardez vos clients français que sont PSA et Renault aujourd'hui? On les regarde de façon extrêmement positive. Peugeot est en train aussi de se consolider, de créer un champion. On voit avec un carnet de commandes aussi extrêmement fort, au-delà de la consolidation. Oui, avec des produits qui correspondent aux attentes du marché, avec la consolidation avec Fiat Chrysler qui va offrir aussi des opportunités pour Plastic Omnium. Et puis Renault est en train également de se transformer. Moi, je pense que Renault a également beaucoup de potentiel parce qu'il y a un vrai savoir-faire dans l'électrique notamment. Est-ce que vous considérez que, vu la crise, il y a des opportunités de se consolider? Est-ce que Plastic Omnium, sous-traitant automobile, il y a des segments que vous n'avez pas aujourd'hui, que vous ne vous interdisez pas de regarder et peut-être d'investir? On va rester focalisé sur l'automobile. Je pense qu'il y aura beaucoup de consolidation dans l'automobile, parce que la transformation, parce que... Et des opportunités d'acquisition pour vous? Tout à fait, parce que PO est très très solide financièrement et a toujours dans son ADN... PO, c'est Plastic Omnium. Plastic Omnium, oui. PO, c'est ce qu'on utilise en interne. A toujours cru aussi beaucoup par de la croissance externe. Donc on va se focaliser sur l'automobile. Dans l'hydrogène, on travaille dans d'autres secteurs également, dans les trains. Notre nouvelle co-entreprise livrera des piles à combustible pour Airbus également. Donc dans cette nouvelle technologie, on ira peut-être plus dans de la mobilité au sens large du terme. Parce qu'aujourd'hui, les trains, c'est pas votre segment de marché du tout. Aujourd'hui, vous êtes 100% auto. 100% auto. Et donc là, les trains, parce que les trains à pile à combustible, c'est aussi un marché de développement, de potentiel de développement extrêmement important. Tout à fait. C'est pour ça que pour l'hydrogène, nous regardons d'autres possibilités de mobilité. Je parlais d'Airbus avec la co-entreprise, des trains également pour le stockage. Donc pour l'hydrogène, on va probablement aller vers d'autres secteurs. Le reste de l'activité reste focalisé sur l'automobile. Ça vous fait changer un peu de métier aussi, l'hydrogène, parce que on vous connaissait pour les réservoirs, sauf que là, vous suivez, si je puis dire, votre carburant, qui est l'hydrogène, à travers tout le véhicule. Oui, c'est beaucoup plus que simplement le stockage, puisque maintenant c'est la chaîne de traction, c'est le moteur, c'est l'ensemble de la pile à combustible. Exactement. D'où la nécessité d'avoir des partenaires forts, et notamment ElringKlinger dans la pile à combustible. C'est combien d'investissements? Vous avez parlé de 200 millions sur On a investi 200 millions déjà. Là, on investit 100 millions dans cette co-entreprise. Et plus probablement dans le futur, plus 15 millions pour une acquisition d'une de leurs divisions. Et puis on va continuer à monter en puissance dans les prochaines années pour poursuivre le marché, avec comme ambition claire d'être le leader sur le marché de l'hydrogène. Sur les véhicules électriques, ça change aussi la valeur ajoutée dans le véhicule. Ça donne encore plus de poids aux sous-traitants. Vous allez prendre une part de plus en plus importante en fait de la valeur du véhicule. Sur la batterie, par exemple, vous n'êtes pas du tout investi? On n'a pas d'activité aujourd'hui sur la batterie. On réfléchit à certaines, pas sur la batterie elle-même, mais sur tout ce qui va autour de la batterie. Par contre, effectivement, le contenu par véhicule sur le véhicule électrique, pour nous, est plus élevé. Notre chiffre d'affaires dans l'électrique sera 2 fois plus élevé que la part de marché de l'électrique dans le marché mondial dans 3 ans. Parce qu'électrique veut dire plus d'aérodynamisme, réduction de poids. Les constructeurs ont tendance à sous-traiter plus de sous-ensembles. Donc nous, ça nous bénéficie également l'essor de l'électrique. Plastic Omnium, c'est un groupe toujours familial? À 60%. À 60%. Comment vous avez traversé cette crise en termes de trésorerie, de cash flow? Est-ce que vous êtes plus fort ou plus faible qu'avant? D'abord avec beaucoup de sérénité, parce qu'on a un actionnariat très stable. Donc nous, on est tourné vers l'avant, et ce qu'on fait avec ElringKlinger le montre. À savoir, malgré la crise, on investit parce qu'on va rester dans l'automobile pour de très nombreuses années. Une gestion très performante de l'entreprise a fait qu'on avait un très haut niveau de liquidité avant la crise, et on est revenu quasiment au même niveau maintenant. Donc on était serein, on l'est encore plus aujourd'hui. Vous avez fait du PGE en France? Non. Pas du tout, non. Vous n'avez pas besoin. Non, on aime bien être indépendant. Ouais, je vois ça. Bon, juste encore un mot quand même pour revenir sur l'électrique et l'hydrogène. Est-ce que sur l'électrique, le retard européen est un peu irrécupérable, même si voilà, on va développer une partie de capacité, notamment avec on l'a vu, les entreprises conjointes entre constructeurs et énergéticiens. Est-ce que le conseil que vous donneriez à l'industrie, c'est de tout miser sur l'hydrogène?
Je ne sais pas si le retard est impossible à combler, mais je pense que sur la batterie elle-même, ce sera très difficile. Très difficile. De suivre peut-être, d'être leader, je ne pense pas. Par contre, sur l'hydrogène, il y a tout à faire. On peut être leader sur l'hydrogène, oui, j'en suis persuadé. Il y a beaucoup de champions nationaux, hein, j'en citerai pas, mais également des Allemands qui investissent. Il y a une vraie capacité aussi à produire de l'énergie renouvelable en Europe, qui est essentielle pour l'hydrogène verte. Donc je pense qu'en Europe, on a la capacité à être le champion de l'hydrogène. La Chine attaque très fort aussi sur l'hydrogène. Le Japon, la Corée également, mais l'Europe a toute sa place. Et puis je pense que c'est important en termes d'indépendance énergétique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui dans la batterie. On a quand même beaucoup d'importations de matières premières qui viennent de pays qui sont en dehors de la zone européenne. C'était quoi la rupture technologique qui fait que l'hydrogène, ça fait très longtemps qu'on en parle, mais ça y est maintenant, enfin, on sent que l'industrie va basculer vers des véhicules à hydrogène. C'était quoi la rupture fondamentale? C'est la pile à combustible, c'est le. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Le fractionnement des molécules d'eau. Je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord un besoin du marché et des consommateurs d'avoir des véhicules plus propres. Donc ça crée cette demande qui croît actuellement. Et puis après, sur un niveau technologique, on voit que la pile, le système hydrogène, qui est très cher aujourd'hui. Parce qu'on parle d'un système qui est 5-6 fois plus cher qu'un moteur classique. Ce qui est très cher, c'est de fabriquer l'hydrogène, déjà aussi. Oui, mais fractionner oui, tout à fait. Mais là, je pense qu'on va arriver à des prix tout à fait cohérents très rapidement. Enfin, toute la structure se met en place, mais la pile en elle-même était trop chère, et aujourd'hui on a des plans de convergence qui nous permettent de pouvoir diviser le coût de cette fonction par 5 d'ici 7 à 8 ans, donc d'arriver à un prix équivalent d'un moteur diesel ou d'un moteur à essence traditionnel sur l'ensemble de la chaîne. Est-ce que c'est une énergie verte, l'hydrogène? Parce que pour obtenir l'hydrogène, il faut beaucoup d'énergie pour casser les molécules. Alors c'est vert quand on s'en tient au véhicule seul, parce qu'on n'émet pas de CO2, c'est vrai. C'est de l'eau, comme un véhicule à batterie. C'est pas encore vert à 100% pour la fabrication, la distribution d'hydrogène, mais la France y travaille, c'est notamment l'objet du plan de relance à 7 milliards. Les solutions techniques existent par électrolyse avec des énergies renouvelables pour produire de l'hydrogène 100% vert. Pour l'instant, on n'a pas encore assez d'énergie renouvelable pour le faire, sauf si on considère que le nucléaire est on peut utiliser le nucléaire qui n'émet pas de CO2 et le renouvelable qui est en train de se développer. Merci beaucoup, Laurent Fabre, de nous avoir projeté un peu dans l'avenir de la prochaine décennie, avec notamment l'hydrogène, directeur général de Plastic Omnium, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.